C'est vers la fin des années 1990 que Marc Saint-Germain, alors ex-militaire venant à peine de terminer un service de 9 ans au sein des forces armées canadiennes, entend parler pour la première fois d'une histoire d'enlèvement extraterrestre. Étant donné que cette expérience de rencontre rapprochée du quatrième type avait été vécue par un couple d'amis proches, Marc s'intéressa de près à l'affaire. Curieux d'en savoir davantage sur le phénomène OVNI en général, Marc commença à faire des recherches approfondies sur le sujet pendant plus d'une dizaine d'années. En 2010, afin de partager le résultat de ses recherches, Marc rejoint les rangs de l'Association québécoise d'ufologie et devient officiellement enquêteur de terrain. C'est durant cette période que Marc conduisait une entrevue avec Alain, l'ami qui avait vécu des expériences insolites plusieurs années plus tôt. Grâce aux informations partagées au cours de cette entrevue, Marc Saint-Germain eut la conviction que le phénomène était bien réel et que des efforts avaient été faits pour le cacher à la population. Déterminé à découvrir ce qui se cachait sous ce mystère et à partager publiquement les résultats de ses recherches, Marc s'investit corps et âme dans la recherche ufologique et fit quelques enquêtes de terrain pour le compte de l'Association québécoise d'ufologie. C'est de cette époque qu'il sera question au cours de ce premier épisode de cette série documentaire sur les ovnis. Tu vas nous parler de ton expérience que tu as vécue à Saint-Rémy. C'était à peu près à quelle année? Ça, c'était 94, que j'avais été. Fait que c'est l'automne. L'hiver, c'était printemps-été. Ouais, la fin tôt, là, c'est peut-être l'été de l'été. Hein. C'était la nuit ou le soir? C'était la nuit. On parle de lumière éblouissante. Oh, pas éblouissante, c'est une lumière douce. Tu dormais-tu dans ta chambre à ce moment-là? Oui. Je dormais dans ma chambre à ce moment-là. Il n'y a pas de commodore. Donc, je me réveille, je me rends compte qu'il fait clair. La chambre est illuminée? En ouvrant les yeux, je me dis, il est à peu près 4h30 du matin. Comme quand le soleil se lève. Ça. Mais à ce temps-là où j'habitais, c'était facile de savoir il était quelle heure sans ouvrir les yeux. Les oiseaux, ils se mettent à chanter ça à 4-5 heures. Entre 4h30 à 5h. Tu sais, t'entends les oiseaux. Là, tu rouvres les yeux, tu vois qu'il fait clair, OK. Fait que là, ben, il n'y a pas d'oiseau, mais je rouvre les yeux, puis il fait clair. Puis là, je regarde ma pièce, puis là, je me mets à... J'ai un état de conscience incroyable, là. Je vois clair partout, aucun cheveu. Je sais plus c'est quelle heure. C'est la tête, il est 3h le midi. C'est impossible de faire ce clair dans cette heure. J'essaie de voir si ça vient de dehors, mais pas capable de voir. La lucarne de mec est faite, t'as pas le magnifique. Regarde dehors. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de me jeter dedans. Faut que tu dormes, mais pourquoi aller? Il fait l'air, il est 3h30 du matin. Tu trouves que c'est pas normal? Tu vas pas voir, t'es pas plus curieux de ça? Non, mais je réveille quand même froid. Ouvre les yeux. Ah, ça, ouais, hein. Je suis endormi, je suis ça endormi. Je m'en ai reparlé. 3h30 du matin, il faisait clair. On est parlé. Pas de malaise par rapport à parler de ça, non? Non, c'était la première fois des événements qu'il y a eu une suite. Là, après ça, ça s'est reproduit? Après ça, il y a eu un autre événement. Là, ce coup-là, c'est elle qui me réveille. Puis combien de temps après? Là, il va dire un mot ou deux. C'est encore l'été à peu près? Ouais, on est sept. Là, c'est d'été, je suis sûr. OK. Là, vous dormiez encore tous les deux? Moi, je dormais, elle dormait, puis là, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée parce qu'elle entendait un son. Là, elle m'a réveillé pour que j'entende le son. C'était quoi le son? Imagine que c'est un bruit d'air dans un tailleur qui roule à haute vitesse. Tu t'entends la subtilité de l'air puis du rubber, le tailleur bien gonflé. C'est une vibration. Ouais. OK. Fait que là, vous étiez encore dans la nuit?
Ça, c'était très tôt le matin, là, à l'aurore, là, commençait à avoir une lueur. Là. C'était pas noir dans la chambre. Puis là, vous êtes levé? Elle m'a réveillé, comme me dit, hey, t'entends ça? Qu'on se regarde, pour les huit, les yeux grands ouverts. Aïe, aïe. Puis là, ça a fait un vacarme, mon gars. La maison, c'est une vibré, quoi. C'est l'impression. L'impression. Puis je me suis rendormi. Puis elle avait. 5 903-2. Wow. Vous avez de vous parler le matin venu? Oh, tu sais pas. Puis là, après ça, tombez-tu d'autres affaires des mois après? Ou... France s'est mis à me dire, ouais, j'ai des pensées, elle dit, on dirait que c'est des flashbacks de des rêves. Ben, je suis pas sûr si c'est la réalité ou si j'ai rêvé. Là, elle me dit, pendant la nuit, elle dit, il y avait 6 petits extraterrestres. C'est comme ça qu'elle a dit ça? Ouais. Et elle dit grand même, 3 pieds, des petits. Ah ouais? Il mettait au-dessus du berceau. Ah, OK, au-dessus du berceau. Là, ça replace dans le temps ces flashbacks de berceau. Ça veut dire jusqu'à 2 ans, ça, notre berceau. Il était au-dessus du berceau. Mais elle allait voir, ça veut dire qu'elle est debout. Parce que de notre chambre, quand tu te levais assis, tu voyais le berceau, là, la porte ouverte. Fait qu'elle dit, là, je me suis levé, puis non, qu'il avait pris, il levait dans les bras, les poignets un, puis là, je suis tombé endormi. Fait qu'elle avait des flashs de ça. Quand ces pensées-là sont commencées à faire surface dans sa tête, ben là, ça a pris comme un ampleur. T'es pas sûr que si c'était un rêve ou la réalité. Après ça, ça la faisait comme la hanter. Bien là, c'est quoi qu'elle a fait après ça? Ben là, elle a tombé. On n'avait pas vraiment de télévision, ce qu'on était, là, on pognait le bulle. Je sais pas si c'était chez quelqu'un, mais elle a vu une émission qui était le Michel Deloire, qui faisait une émission sur les extraterrestres. Michel Meloir. Ça, c'est de où, lui? Lui, il était de l'université Concordia. Michel Deloire. Lui, il y avait une émission, là. Il y avait une émission où il a passé à une émission. OK, il a passé à une émission. Ouais, il a passé. Elle a vu ça. Elle a vu ça. Puis là, lui, faisait quoi? Lui, il pouvait faire de la régression de l'hypnose. Il faisait de l'hypnose. Puis dans l'émission, je sais pas, elle la traitait. Sûrement ces phénomènes ovnis. Des personnes qui disaient avoir vécu des choses. Des enlèvements. OK, des enlèvements. C'était probablement des enlèvements. Puis là, elle s'est dit, c'est le gars parfait parce que mon souvenir il est flou. Je suis pas sûr si c'est vrai ou pas. Là, elle s'est dit, si la technique est bonne sous hypnose, ça va le faire pour tout. Fait qu'elle a été capable de prendre contact avec lui. Ouais, ils sont venus à la maison. Ça, c'est quand? Un petit peu avant qu'on se connaisse ou... En même temps. Pendant qu'on s'est rencontrés, elle a lu ça, ces affaires-là? En même temps, ou c'était peut-être pas des choses que je parlais, c'était pas... On se connaissait à peine. Là. Ils sont venus une fois, 2 fois, plusieurs fois? Ou, moi, je les ai eus une fois. On a eu, il y avait 3 personnes. Michel Deloire, un gars, puis le fille. Fille, sa caméra, le gars, c'était... OK, ils ont filmé ça. Je pense qu'ils se sont vus le couple de fois, peut-être à Montréal. Moi, 3 rencontres. OK. La journée qu'ils sont venus chez nous, on s'est assis à table, puis là, on a jasé de ce qui se passait, toutes sortes d'événements autour. OK, mais c'est quoi les autres événements? Des autres événements, ben, c'est qu'ils ont vu des choses, qu'ils ont vécu des choses. OK. Puis eux autres qui étaient au courant, ceux de l'université. On les a mis au courant. OK, puis eux autres, après ça, ils ont pu rentrer en contact avec les autres personnes. Je sais pas. Elle en connaissait personnellement de ces personnes-là. OK. Parce que c'est un petit plage, les gens se connaissent, là. Oui, c'est ça, là. Ça. Ben, comme Mireille qui reste au bord de la butte, au pied de la montagne, est allée à la caisse populaire où ce que France travaille, puis France, il dit, est-ce que t'as des yeux cernés, ça se peut mettre là, tu dors pas que la nuit. Ouais, ok, c'est stérile. Ah, je peux pas en parler. Ah, c'est inquiété, il dit, tu commanderais. Fait que ça connaissait Mireille, puis Fanta connaissait d'autres d'ailleurs. Là, elle arrive à la caisse, elle a l'air fatiguée, quétance, elle veut lui demander pourquoi elle est fatiguée. Là, il dit, ben là, je pense que c'est la fête, je passe la minute à regarder ce dos de bar. Elle, où ce qu'elle restait, c'était combien de distance? Pas tellement. Ah, il n'y a rien. Ben, il rien que pas être là. Puis elle disait qu'elle voyait des secours volants. Ah ouais, tout ça. OK, puis dans quelle direction? Ça se trouverait être au-dessus de la mairie. Elle disait, c'est dans la montagne du Mont-Cimetière. Ou... OK. Ou à côté, Serge la mine, puis la montagne du Mont-Cimetière, du Mont-Québec. C'est quoi qu'elle voyait exactement? Des lumières? Elle voyait une lumière qui descendait en escalier. Ben, tranquillement. Ils descendaient comme ça. Ils font ça toute la vie. Ils descendent l'escalier.
Puis là, il remonte. Ça n'a pas pu être quelqu'un avec un spot qui monte la montagne à pied. Au-dessus de la montagne. OK, au-dessus de la montagne. Si elle, ça l'inquiétait ou... Non, là, les chats courent ces murs. Elle dit, je regarde pas, là. Elle dit, quand les chats commencent à s'élarger, elle dit, cours ces murs. Là, je sais qu'ils sont là. Là, je m'installe dans le fauteuil. J'aime ça plein de vite, là. Fait que ça, c'est ça, aux mireilles, puis les lumières qu'elle a vouées, tout en même temps. Mais c'est l'automne, ils sont là à tous les automnes qu'elle dit, en octobre, à tous les mois d'octobre. On apprend que Monsieur la jeunesse est aveugle. C'est qui ça, Monsieur? Ça, c'est le meilleur ami à son défunt père, à France, qui a racheté la sucrerie du père à France, qui est, en fait, toute la montagne musulmane. C'est tiens. Là, lui, c'est quoi? Là, il s'en va. Il est rentré à l'hôpital par rapport. Il est brûlé sur tout son corps au je sais pas combien de degrés. Ben là, il dit qu'il s'était arrivé comment que... Ah, il dit rien par ça. Ah non. Mais lui, il allait-tu sur son terrain? Sur la... Oui, c'est son rébellion. Puis lui, il court du bois. OK, fait que le bonhomme, il est dans le bois à travailler. Tout ça, puis ça, on apprend qu'il était à l'hôpital. L'automne, ça aussi. Ça, c'est à peu près tout dans rien de temps. Fait qu'il est beau, on apprend qu'il est à l'hôpital, monsieur Van. Ben, il y a quel âge à peu près dans ce temps-là, ce monsieur-là? Oh, je fous le sang, là. Qu'il les a été. 75 ans. Pas jeune, là. OK. Fait que, faut voir à l'hôpital, là. Fait que tout le monde dans le village était au courant qu'il rentrait à l'hôpital parce qu'il est brûlé sur tout son corps. Puis la France, ça va aller là. Pas tout le monde est au courant, mais la famille, puis ceux qui sont ensemble au courant. Fait qu'elle est allée le faire parler, le bonhomme, qui voulait avoir rien dire. Puis là, il a dit, gamin, je t'ai couper du bois. Ça, tu parles pas de ça par ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas. Parce que c'est le même, il est vieux. Ouais, OK. Il dit, je t'ai couper du bois. Tu là, il dit, je lève la tête. Il dit, je vois ça. Il dit, tata, con. Ça comme balade. Qui s'en aille, puis qui longe les tables des arbres, puis qui passe au-dessus. Ah ouais, elle a juste passé au des arbres. Ouais, alors à la tête des arbres, elle passe au-dessus. Fait que ça, c'est Monsieur le Ranès, tout dans le même temps. Mon implication en ufologie est un peu intermittente ces temps-ci parce que j'ai fait un petit retour aux études depuis 2010. Puis le retour aux études a fait qu'en même temps, j'avais commencé à m'impliquer activement avec l'Association québécoise d'ufologie. Je donnais des présentations, puis pourquoi je m'étais avancé vers eux, c'est justement après avoir lancé mon livre en 2008, L'ère du chaos. Ça avait un peu rapport avec la réalité extraterrestre, là, mais c'est pas un ouvrage ufologique, là, c'est un ouvrage anthropologique, mais il y a des relations avec l'ufologie à certains niveaux. Puis quand j'abordais ça dans mes conférences, je voyais que les gens étaient pas très ouverts à la question, puis ça m'a un peu surpris. Puis parce que pour moi, comme j'avais déjà parlé plus tôt, là, beaucoup de gens qui avaient vécu des expériences par rapport à l'ufologie m'en avaient parlé. Puis à la longue, ça m'a donné une perception, en fait, qu'on n'est pas seul, on est visité, que les gens ont vécu des expériences.
Puis après avoir sorti mon livre, c'est pour ça que, bon, dans ma tête à moi, là, les gens étaient déjà au courant de cette réalité-là qui nous entourait. Eh bien non. Les gens réagissaient assez difficilement aux propos qu'il y avait dans mon livre puis dans mes conférences. Puis là, ben, j'ai dit, on va regarder le côté ufologique, purement ufologique. C'est là que j'avais pris en contact avec Génuilo, puis Ricardo, puis j'avais dit, je vais présenter mon livre, puis ça avait été très bien reçu. J'ai été accueilli là comme un peu comme une famille, c'était bien. Puis c'est un peu ça qui a fait que je me suis dirigé en ufologie. Bien, souvent, les gens qui critiquent, là, que ce soit bon, la théorie du complot ou seulement que l'ufologie, c'est des gens qui n'ont pas fait de recherche sérieuse, puis qui sont un peu fiés sur ce que les autres ou ce que certaines sommités, que ce soit scientifiques ou autres, pourraient avoir dit là-dessus. Mais moi, je pense que quand on est suffisamment curieux, puis quand on fait... il ne faut pas être paresseux pour faire de la recherche ufologique. Ça, c'est la première des choses. Parce que l'information est noyée dans une mer de toutes sortes de documents, justement, puis des gens qui mettent n'importe quoi, puis tout ça. Puis il faut faire le tri. Mais après que tu as fait le tri, puis après que tu as commencé à avoir une vision un peu plus large, mais tu te dis, il y a vraiment des gens qui ont vu des choses, il y a vraiment des gens qui ont vécu des expériences. Ça, c'est pour le volet ufologique, donc ça existe. Oui, on est visité. Oui, ça fait des milliers d'années que ça existe. Oui, aujourd'hui, le gouvernement est impliqué. Non. non. C'est sûr que c'est un peu péjoratif là, comme étiquette, justement, parce que tout de suite, quand bon, au début, ça me frustrait un peu. Je n'étais pas vraiment d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, je l'assume. Oui, bon, OK. C'est certain que toute ma démarche, toute ma recherche, toutes les présentations que je fais, c'est orienté vers le fait qu'il y aurait une conspiration qui garderait tout ça caché. Mais c'est pas moi qui... C'est le chemin que j'ai pris, puis j'ai suivi l'information. C'est seulement que ça. Puis, bon, oui, OK, je suis conspirationniste dans ce sens-là, mais j'avais pas pris cette direction-là parce que ça m'intéressait. J'avais pris cette direction-là parce que je cherchais la vérité. Mais ça fait gros, là, chercheur de vérité, là, mais c'est un peu ça. Ben, je me vois comme un ufologue qui fait de la recherche documentaire puis qui a pas peur justement de développer sur les pièces qu'il retrouve. OK. Roswell, bon, ben, comme tu as dit, justement, oui, c'est connu. Mais c'est mal connu. Puis, justement, ben, dans les documents que j'ai travaillé dessus, qui se référaient à Roswell, on ne les voit pas vraiment. Les gens, bon, ben, c'est sûr que c'est des tonnes de documents, beaucoup de pages, puis c'est ardu à lire. Puis, on n'a pas accordé trop d'importance parce que Roswell, c'est un peu là où toutes sortes de choses ont pris racine, que ce soit justement la mise sur pied du Conseil de sécurité nationale, la CIA, les opérations psychologiques. Tous ces événements-là ont eu lieu après Roswell, quelques mois après. Puis justement, il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour discréditer ou mettre de côté toute cette espèce de théorie de crash d'OVNI, de technologie récupérée, puis justement pour éviter que les gens tombent sur des documents qui sont en circulation. Parce que oui, la désinformation existe, sauf que la désinformation ou les gens qui travaillent à garder l'information OVNI secrète
peuvent pas avoir le contrôle de tous les documents qui sont mis en circulation. Donc, il y en a des documents authentiques qui parlent de Roswell, puis c'est sur ces documents-là que j'ai travaillé avec beaucoup d'informations, puis j'en ai conclu que justement, j'ai compris pourquoi justement qu'il y avait tant d'efforts et d'énergie qui étaient faits à essayer de dévier ou d'amener les gens ailleurs. Puis une des informations là-dessus, c'est comme quoi que Majestic 12 ou l'opération Majestic 12 ou Magic ou MJ12 ou tous ces différents noms-là de l'opération secrète gardant la réalité ovni extraterrestre, dont le crash de Roswell secret, était de la désinformation. Puis ça, parce que beaucoup d'une partie des documents qui réfèrent à Roswell ont été tampés Magic ou Magi ou que c'est marqué Opération Majestic 12. Puis tout ça, fait que les gens ont tendance à dire « Ah ben, on va pas se taper toute cette lecture-là parce que de toute façon, c'est des informations. » Bien non. Finalement, moi, j'ai décidé de garder l'esprit ouvert. Puis quand je suis tombé dans les informations qu'il y avait dans ces documents-là, je me suis aperçu que tout est là. Toute l'histoire est racontée par justement l'unité des phénomènes interplanétaires du général Marshall en 1942. Donc, ça a commencé bien avant Roswell. Ça a commencé dès les années 40, là, les crashs d'OVNI, mais Roswell, c'est le plus connu parce que il y a des gens qui ont voulu parler, puis dont justement un président, puis un ministre, un secrétaire à la Défense. Puis, c'est encore gardé secret aujourd'hui. Puis, c'est ce qui fait que, justement, depuis 2010, là, je travaille sur un autre livre qui est consacré strictement à l'ufologie, l'implication du gouvernement dans le cover-up. C'est un peu ça qui est ma spécialité. Donc, c'est l'ufologie à partir des années 40, 50, puis jusqu'au développement un peu du projet de Reagan, la guerre des étoiles, là. OK. Bon, on est à Corona, on est le 28 juillet 2013. Il est présentement 9h. Je suis avec M. Chuck Wade qui semble avoir beaucoup d'informations sur pas seulement qu'un des crashs de Roswell, mais présentement, je vois 7 crashs répartis là, sur une grande partie du territoire du Nouveau-Mexique. J'avais déjà entendu parler là, d'autres crashs, mais les informations étaient assez fragmentaires. Puis ici, Chuck Wade va nous parler là, en large là, de toutes les informations qu'il y a sur ces 7 crashs-là. Puis, donc, je vais lui donner la parole. Bien sûr, ça va être en anglais. Puis après ça, ça va être traduit. Donc, Chuck Wade. Thank you. It's a very pleasure to be here with you folks today. I was born here in the little town of Corona, New Mexico, 1939. So I was 7 years old in 1947 when the UFO crashed about 30 miles southeast of town. And my dad came to Corona in the year of 1912. New Mexico became a state in the 1912. Okay. And he was born and raised in Texas in February the 2nd, 1902. 20202. And he came to New Mexico in a covered wagon, and they homesteaded about 20 miles east of east of Corona here. Okay. And then he bought the bar right after probation, and the bar is just within a block here. And he owned the bar for 42 years. So Dad knew everything. Oh, yeah. Dad didn't say nothing. Okay, that's why you know so much. No, he didn't say nothing. He never talked. What I will tell you is the only thing he ever told about it.
But So he knew much he knew more. everything, Oh, because drunks talk. yeah. But Dad just had a policy, he wouldn't talk about nobody. Now, my dad passed away in 1978, and the book, The Roswell Incident, came out in 1980. If my dad had read that book, he could have filled in many, many blanks. Totally inaccurate. I'll say Okay. it's But not it was right. the beginning of But the this is the story. beginning, and he had to have a theory, but his theory Yeah. is wrong, Okay. but he won't change it. There was two crafts, Yeah. but not on the same day. So his theory was that two of them ran together, one of them crashed by Corona, and the other one went over here to the plains of San Augustine. I've been to the plains of San Augustine since 2004. I've been there like 9 times, and we've dug up and retrieved artifacts from that craft. 3 times I was there on the plains of San Augustine with a Mr. Gerald Anderson. And Gerald Anderson was a 5-year-old boy in 1947, and Gerald Anderson was a witness to this downed UFO. He saw it. And the picture that is here, that I'll give y'all to show. Okay. Now this is an artist's depiction of what that area looked like according to Gerald Anderson. So this isn't just an artist's thoughts. This is from Gerald Anderson. It has a craft, it had a crack in it. There were 4 aliens under it. One of them was totally alive, one of them was injured, and 2 dead. And then and then there was several people there, and this is the Anderson family. Gerald, his cousin, about the same age. His older brother was there, home from the military, so he's about 18, 19. His dad and his dad's brother. They were all there. They came over from What's Albuquerque. the witness? And then also, there were a group of archaeologists working in a place called Bat Cave, Batcave. And Bat Cave is approximately 10 miles to the east of this crash site. And these archaeologists saw what they thought was a meteor come in about 11 o'clock at night on the night between the 1st and the 2nd of July, 1947. It crashed basically this 1st of July, 1947. This one? Yeah. Okay. But they found it before noon on the 2nd of July. My question right off the bat is, how could and the military, you can see from this depiction here, there's Yeah. a flatbed truck, a crane, a bulldozer, and lots of troops. So they knew. They knew. They knew because So they knew that they was going to shoot this down, yeah. so they were prepared to pick it Yeah. up. But we don't even know where they came from. They weren't from this area whatsoever. But I'm going to predict, as a prediction, that they came from the base that was Edwards Air Force Base, California. But I've heard that a craft arrived there and is only there for a couple of days, and then it went someplace. California? Yeah, California. But I don't know where it went. And I don't know where any of these went. And that's one of my goals, is to find out what happened to these guys. The plains of San Augustine happened, it actually crashed on the 1st of July, 1947. It was found on the 2nd of July, 1947. But that isn't the first craft. Let's go back to the beginning of the whole what happened. And I think the beginning of this whole thing started at a place called San Antonio, New Mexico. And San Antonio is very close to Trinity site where they first dropped the atomic bomb. And what happened, the atomic bomb was first tested on July the 16th, 1945. July 16th. Whenever they put in Trinity, there's a great big place called Oscuro Peak, south of it. They had visual, but they also had one of the very first radar systems up there. They had a big radar Okay, system there on that peak. on Okay. Oscuro Peak. So about a month later, in August 1945, there was a UFO that was looking around Trinity site there, and what I think happened is that UFO got tangled up with the beam from that radar and crashed. What that did, it told the United States government that the UFOs could be brought down by radar. So what happened is they told and made 3 very high-powered radar.
made. The government did. 2 of them were stationary. 1 of them was mobile. And I'm going to say, a lot of what I'm saying is prediction, because I don't know. There's no way to know. They knew that they could bring it down. So they took the mobile unit they were making at White Sands Missile Range, and they took it up into the plains of San Augustine. And the plains of San Augustine is an old lake bed, it's about 500 square miles, and there's big, big mountains around it. And that's about 12 to 1,400 square miles. That's bigger than the state of Rhode Island. And I think that the government knew that there was a UFO was inside of that often. They'd go out, but they had radars at White Sands and at Kirtland Air Force Base. So they knew there was one there. So whenever the president said, bring one down, so they took that mobile unit, radar unit from where they was built, inside of there, and they shot that craft down. And it came down about 11 o'clock at night on the 1st of July, 1947. And why I can say that is that the archaeologist that was working there at Bat Cave, on the 1st of July, the next morning whenever they woke up, the sun was shining on all that aluminum over there, just thousands upon thousands of pieces of aluminum foil. So it was shining, so they walked across. They wouldn't know what in the world it was. And then the Anderson family from Albuquerque were there. Gerald Anderson said that he looked over there a lot, and he actually touched one of the aliens. It's 5-year-old. He thought it was a dog until he touched it. But they was looking around, and there was just a whole lot of, turns out to be fiber optics cables hanging out of it. But he thought it was a horse's tail. Oh. And he thought, how did they get a horse in that thing? But that's phenomenally important, because this craft was roughly 32 foot in diameter, not badly hurt. These things are so complicated, it's just unreal. And why I can say that these metals are extremely complicated, I have metal from this craft. Actually? Physically, here on this table. Yeah? Can I see it? Ouais, s'il vous plaît. Yeah, this right, let's start with the other one, please. Now, this right here we found in April of last year. That is I will absolutely guarantee you that came from UFO, because I was there. So I'll take picture of that Okay. right now. Okay. Yeah, that's. And this one right here, Gerald Anderson, the guy that was there in 1947, he was running the metal detector and he got a really hot spot. So Nancy and I were on our knees. We had a trained biologist or botanist, and she was digging it, and then we had a professional photographer filming whenever this came out of the ground. It's a lot bigger. I've got another piece. I mean, it comes out here, but they broke it just yesterday. Yeah, it's right here. It broke off. So those artifacts are coming from the San Augustine. And whenever you take that picture, that one, and then the next one, take it where you can see that thing is rounded. See, it's got a radius. See, it's got a radius there. So it's probably part of the frame. Yeah, it's part of the frame. Yeah. But then whenever you look at it like this right here, it's also rounded. That thing has 2 radiuses on it. Oh, that's light, huh? What? That's light? Yes, Yeah, this piece here is most likely the inside of the outside shell. Yeah. The outside is about an eighth of an inch thick. But that thing there, I think it's part of the propulsion system, because it's got 6-sided holes. This one got really smushed in the crash. But it also has a little cap on each one of those holes. They just didn't smear it across. It's actually a piece in every one of those holes, top and bottom, that has wires in it. There's 5 lines of wires in each one of those little holes. And it's absolutely beautiful under magnification. So you found that 2011? Yeah. And what's the 5 December 2012?
was maybe the day you cut those. Yeah, it's the day we cut. Okay. See, yeah, For analysis? yeah. Okay. Yeah, every time we cut it, we put the date that we cut it, Okay. and then it's in our computer. So where to send it? Oh, for lots analysis? of places. Laboratories? Laboratories, yeah. And did you have any? We do. So Yeah, what? and it's, I'm going to say extremely complicated. Every one of them is extremely complicated with many, many elements. There's aluminum in there. Many, Okay. but every one of them is from we have them here. But the matrix of this stuff is mainly aluminum. But here's the key to of whether it's terrestrial or not. This is the isotopes here on Earth. And that we found 3 elements, antimony, copper, and nickel. And let's just go down here on the very bottom. That's nickel 62. Now, every bit of nickel on this Earth is within 1 or 2% of 3.63. Different, yeah. Ours is 32.28, almost a factor of 10, yeah. not 2%. It's 10 times. So that's almost the proof that That's this a is proof. extraterrestrial. Yeah, it has to be, because it didn't come from this Earth. Donc, je suis en compagnie. On est le 25 avril 2014. Puis aujourd'hui, on est chez elle à Lac-du-Cerf, qui est un très bel endroit en passant. Donc, on va parler d'un cas très intéressant d'un écrasement d'OVNI qui aurait eu lieu en 1958, bon, Dans ces environs-là. fin des années 50. Ouais, c'est ça. Puis, vous, les informations que vous avez eues au sujet de cet événement-là, c'est alors que vous étiez au couvent ou des gens du couvent, c'est ça? C'est ça, c'est des jeunes filles de mon âge, des gens que je côtoyais au couvent ou dans la région d'Oka. Hein. OK. Et c'est ça, c'était des amis. Puis on en parlait comme ça, mais il fallait pas trop en parler parce que c'était comme tabou. Donc c'est certain que les adultes étaient au courant, mais c'était top secret. Il fallait pas en parler. OK. Mais on s'en parlait, on faisait de l'humour avec ça, c'est bien sûr, hein, mais, parce qu'on était jeunes. Mais ça s'est réellement passé. Puis vous aviez à peu près quel âge à ce moment-là? J'avais probablement 14, OK. 14 à 15 ans, là. Mais OK. c'est ça. Puis ce qui est arrivé exactement, c'est qu'il y aurait un objet qui aurait tombé ou qui se serait écrasé dans l'arrière-cour. En fait, ce que j'ai su, moi, c'est qu'il s'était écrasé et non atterri. OK. Et en fait, la preuve, c'est que les gens qui demeuraient pas loin, parce que c'était quand même assez loin de chez moi, ben, eux, ils ont vu des arbres brisés, là. C'était pas un atterrissage normal d'un ovni, là. C'était des arbres brisés, des éclats. J'ai pas le temps. Bon, prise 2. OK. Donc, vous disiez que les informations circulaient dans le village d'Oka, parce que c'était à Oka que ça s'est produit, à l'entrée du village. Hein? C'est ça, c'est au début, ou à l'entrée du village. C'est ça. OK. Puis la localisation exacte que vous m'aviez décrite, c'était, mettons, comme au garage en billet près de la deuxième maison ou quelque chose comme ça? Exactement, oui. OK. Exactement. OK. Puis c'était dans l'arrière-cour d'un certain M. Maurice Guindon. Exactement. OK. Oui. Puis, mais là, à un moment donné, c'est ça, vous dites qu'il y a des gens qui parlaient anglais, puis vous pensiez que c'était des Américains, c'est ça, qui ont comme... En fait, c'est ce qu'on a entendu dire, c'est OK. que c'était des Américains qui étaient venus qui avaient été informés, puis qui étaient venus, mais c'était pas l'armée, là, c'était vraiment des gens, peut-être... en civil? en civil, OK. mais peut-être
d'une section spéciale, mais quand même, ils sont venus voir ça, ils ont analysé plein de choses, ils ont fait des prélèvements, ils ont fait plein de choses, mais nous, on n'avait pas le droit comme en parler. Mais il reste que M. Hubert Lamontagne, qui était tout près, je suis certaine que lui a été comme le traducteur de ces gens-là, puisque ça parle anglais, bien sûr. Et à ce moment-là, c'est dommage qu'il soit décédé, là, parce qu'il y aurait plein de choses à dire aussi. Mais il reste que... C'est ça, il y a eu des expertises, ça c'est certain, de la Donc, part M. du gouvernement. Hubert Lamontagne, lui, a servi en quelque sorte de traducteur pour... D'une certaine façon, je pense bien que oui. Parce que, OK. Pour M. Guindon, qui était impliqué parce que c'était à l'arrière de chez lui, c'est ça? C'était dans sa cour. OK. Puis, est-ce que c'était possible d'aller là? Je veux dire, est-ce qu'il y avait un périmètre de sécurité? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un périmètre de sécurité. De toute façon, on n'avait même pas... Je me rappelle que papa, il avait dit, on avait passé, puis il y avait un périmètre de sécurité. Puis papa, il a dit, on regarde même pas là. Ah oui? Alors, il n'est même pas regardé? Il fallait même pas regarder. Alors, OK. c'est sûr et certain que, oui, il y avait quelque chose de... Puis au départ, avant que les Américains arrivent là, c'est qui avait mis ce périmètre-là? Ah, aucune idée. J'imagine que c'est les gens qui ont été informés. Mais est-ce que la du police, gouvernement, la police au départ avait été informée? Ou... Sûrement, parce que... Mais à Oka, il y a juste la police, la Sécurité du Québec. La Sûreté du Québec qui vient en action là, mais c'est certainement par eux qui ont été informés. Donc, ça pourrait être la Sûreté du Québec de l'époque qui aurait sécurisé les lieux en premier? Oui, tout à fait. Okay. Je crois que oui. Ça aurait été le réflexe de M. Guindon d'appeler des autorités. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'il n'y avait pas de policiers comme tel à Oka, et c'est la Sûreté du Québec qui s'occupait du territoire. OK. Puis normalement, c'est eux qu'on appelle. OK. Donc, ceux qui auraient pu avoir vu cet objet-là, cela aurait été les enfants de M. Guindon qui avaient 3 enfants. Ce serait la famille Guindon. OK. Oui, la famille de M. Maurice Guindon. Puis eux en auraient parlé un peu... c'est surtout les enfants, peut-être. Oui, hein? Mais c'est ça, surtout les enfants, parce que ça se parlait entre nous, entre jeunes. OK. Puis c'est là où on l'a su, que c'était... que l'OVNI était pas droite, était comme accidentée, là, comme... OK. Elle a subi... un choc. OK, un écrasement. Oui, c'est ça. Elle n'avait pas atterri volontairement, si on peut dire. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a disparu. OK. Elle est repartie. Ils ont comme réparé, si on peut dire, leur objet. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est ça. C'est parti. C'est parti tout seul. Mais c'est pas les Américains qui auraient pu... Non. Non? Non. OK. Non. C'est carrément, eux, on restait là, on réparait ce qu'il y avait à réparer. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu dire. Ah, OK. Que c'était eux, les humanoïdes, qui, eux, seraient repartis avec leur vaisseau. OK. Intéressant. Mais les Américains avaient été mis au courant, puis il y avait... Sûrement par la Sûreté du Québec. Parce que je vois pas autre chose. À moins qu'ils la suivaient déjà avec détecteur radar, là, puis tout ça. Là. Aucune idée. Mais, puis les Américains, eux, ils sont arrivés dès les premiers instants ou... Aucune idée. Non? Aucune idée. Vous savez juste qu'à un moment donné, il y a une présence, il était là. Oui, il était présent. Okay. Oui. Est-ce que eux, les Américains, auraient intimidé de quelque façon que ce soit les témoins, comme Maurice Guindon et sa famille? Ou, je ne sais pas trop, mais je sais que c'était top secret. Il ne fallait pas en parler, il fallait pas divulguer, c'était tabou. C'était un sujet tabou. OK. Puis, pour que papa nous dise à nous, les enfants, on ne regarde pas ce côté-là. On descendait vers Saint-Eustache, puis il ne fallait pas regarder à gauche. Fait que c'est comme, à quelque part, il fallait que ce soit tabou pour que les parents soient en conscience de ça. Est-ce qu'il y avait des barricades là, au moment? Non, il n'y avait pas de barricades comme telles. Il y avait peut-être des banderoles? Des banderoles, mais je ne me rappelle pas quelle couleur. Je pense pas qu'il était jaune, mais... Okay. Il y avait des banderoles qui sécurisaient le périmètre. C'est ça. Oui, il y avait quelque chose qui sécurisait de telle sorte qu'on ne pouvait pas accéder à l'endroit. Parce qu'on a arrêté, hein.
Ouais, les enfants, c'est en curieux. tant que tel, comme enfant, j'aurais été. Donc, pour conclure, c'est ça. Il y a eu un objet qui se serait écrasé dans le début du village d'Oka, fin des années 50. Des Américains seraient venus sur place. Il y aurait eu, une censure sur l'événement. Même, on aurait ridiculisé l'événement. Ça, c'est sûr. Puis après ça, tout ça aurait disparu d'une façon ou d'une autre. Puis l'événement n'a jamais ressorti par la suite. Les gens n'en ont pas reparlé. Puis ça, depuis, depuis des décennies. Plusieurs années. Ouais, c'est ça. C'est assez extraordinaire d'avoir gardé un secret aussi longtemps. OK. Ben, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus au courant que moi à Oka, mais moi, je raconte par rapport à mes connaissances de cet âge-là. Mais peut-être qu'il y en avait qui en avaient plus, il y avait plus d'informations. C'est ça qui était plus près. C'est ça, oui. Okay. Parce que moi, j'étais loin du village, j'étais pas mal plus loin. Mais quand même, déjà, avec ce qu'on a là, c'est assez pour donner un bon début de recherche pour préciser la recherche davantage. Nous, on va aller sur les lieux, on va chercher un peu aussi. J'ai un collègue là, qui a commencé à faire la recherche d'archives documentaires pour voir si justement on ne retrouverait pas l'article du Montréal Matin. Okay. Puis on va regarder un peu s'il n'y a pas de quoi associer à cet événement-là. Okay. Puis on vous tiendra au courant, je suis sûr que ça Ah oui, ça serait intéressant. Je vous remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Puis, qu'est-ce qui a déclenché l'événement? Moi, je m'en allais sortir mes chats. Puis quand j'ai ouvert la porte, j'ai remarqué en haut de la maison de mon voisin d'en avant une grosse engin qui flottait un petit peu plus haut que sa maison à lui, mais pas une grosse différence d'auteur non plus. C'était quand même assez proche. Gros. Puis c'était pas mal gros, il y avait à peu près 300 pieds de long. Ça volait, c'est pareil comme si ça flottait dans les airs. Il n'y avait pas de bruit, rien. Ça flottait complètement dans les airs. Il a arrêté son véhicule ici parce que juste au-dessus de l'église, là, il voit cet objet. C'est un objet noir. Il s'est arrêté, il a ouvert la porte de son camion, il est sorti de même pour regarder. Puis aussitôt qu'il est sorti, l'engin s'est rendu ici. Mais à une vitesse, il dit, incroyable. À aucun son, il était à 20 pieds de distance de cet objet-là. Là, ça m'amène en janvier 2014, Saint-Adolphe-d'Howard. Je reçois un appel d'une de mes amies, puis elle me dit, il y a quelqu'un qui a vu un ovni triangulaire au Québec. Je regardais le ciel, puis là, au loin par là-bas, là, je vois un point oscillant, comme passant de brillant à pas brillant, allant de la gauche vers la droite tranquillement. Fait que là, je me suis demandé c'était quoi. Là, j'ai sorti sur la galerie qui est juste là. J'ai regardé avec les jumelles. Puis c'est là que c'était vraiment flagrant que c'était pas un objet classique que j'aurais vu normalement dans le ciel. Genre, avec les jumelles, on voyait vraiment bien la rotation du triangle justement. Puis c'est une rotation comme fluide, bizarre.